Aujourd'hui, on parle de la disparition inexorable des éléphants. Inexorable. Chaque année, les éléphants étaient 20 millions au début du siècle. Ils sont plus que 350 000 maintenant, 20 millions, 350 000, et on perd chaque année 10% des éléphants. On tue un éléphant, toutes les 20 minutes, aujourd'hui. Pourquoi? À cause des Chinois, à cause de l'ivoire. L'ivoire vaut très très cher aujourd'hui, et bien sûr avec l'expansion économique de la Chine, voilà, les éléphants disparaissent. Et surtout, on chasse avec des armes de guerre. C'est complètement changé avant, les braconniers chassaient avec des flèches empoisonnées, aujourd'hui ils viennent avec des mitrailleuses, avec des voitures. Flamants roses, ils étaient 800 000 au lac de Nakuru, il y a, à cette époque, quand j'ai fait ces photos, vers 85. Aujourd'hui, ils sont plus que 200 000. Pourquoi? Parce que quand vous achetez des fleurs l'hiver, toutes les fleurs que vous achetez l'hiver viennent d'Éthiopie, du Chili, du Kenya, entre autres. Et donc, il y a énormément de pesticides qui vont dans ce lac. Et bien sûr, il y a moins de choses à manger. Alors, ça ne tue pas les flamands, mais il y a moins à manger, donc il y en a moins. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Photo en Islande, c'est des fous de bassin qui sont sur un rocher. Alors, c'est magnifique, c'est beau, mais le pilote m'expliquait qu'il s'était posé sur le rocher, je ne sais pas où il a pu se poser d'ailleurs, mais il m'expliquait qu'aujourd'hui, avec la surpêche, les fous de bassin vont de plus en plus loin pour chercher du poisson, qu'il y a beaucoup de petits qui meurent. Sur les baleines, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas en parler maintenant, on n'a pas le temps, mais les chiffres sont plutôt positifs. Bien sûr, l'impact de l'homme sur la Terre me fascine. Ça, c'est Ulaanbaatar, qui est la ville qui a une plus grosse progression démographique. Toutes les semaines, 3 millions de personnes dans le monde rejoignent les villes, toutes les semaines. On estime que 75% de la population vivra dans des villes en 2050. Ça, vous le voyez vu du ciel et vous le comprenez. Ça, c'est un bidonville, le plus grand bidonville d'Équateur, qui s'appelle Guayaquil. Alors, un bidonville, c'est quoi pour les Nations Unies? C'est un endroit où vous n'êtes pas propriétaire de votre terre, il n'y a pas d'assainissement, vous n'avez pas d'électricité, donc c'est très codifié. Voilà, on estime, je crois qu'il y a une personne sur 10 dans le monde qui vit dans un bidonville. Ça, c'est presque un bidonville, mais c'est à Dallas, aux États-Unis. Et c'est drôle, vous voyez, en photographie aérienne, on comprend beaucoup de choses. On comprend que ces villes ne vivent que par la voiture, il n'y a pas de commerce autour, voilà, c'est ces grandes villes américaines. Ça, c'est un endroit aux États-Unis, près de San Diego, où on stocke les avions militaires. Ça, c'est vraiment les engins de mort, c'est des avions qui bombardaient le Vietnam. Et est-ce que quelqu'un connaît la somme de l'argent qu'on dépense pour les dépenses militaires tous les ans? Quelqu'un peut me dire une somme? 1675 milliards de dollars tous les ans pour fabriquer des armes. 1675 milliards de dollars. C'est des chiffres qui vous font réfléchir, du moins pour financer des armes et pas pour fabriquer des armes. Ça vous montre bien, voilà, il y a peut-être de l'argent qu'on pourrait dépenser ailleurs. Un bombardier coûte par exemple 564 millions de dollars. Ça, c'est une photo que j'aime bien parce que c'est une photo que j'ai faite à Damas avant la révolution en Syrie, qui montre bien qu'aujourd'hui le monde a complètement transformé la communication. Complètement. Quand vous êtes à Damas, dans un pays qui est non démocratique, vous savez ce qui se passe ailleurs, et donc ça vous fait réfléchir. Ça, c'est tout à fait nouveau dans le monde. Le réchauffement climatique, je dois reconnaître que j'en ai un petit peu marre de le photographier. C'est la glace qui fond, c'est le passage nord-ouest. Voilà, sans commentaire. Vous reconnaissez cette montagne ou pas? Une montagne très connue. Le Kilimandjaro sans glace, fait il y a 6 ans. On en parlait tout à l'heure avec Marion de la pollution due au oil sand au nord du Canada. Voilà, ça c'est vraiment. La pollution souvent est magnifique, ça vous donne des reflets extraordinaires, et pourtant c'est vraiment de la merde. Les feedlots. Aux États-Unis, toute la viande qu'on mange, les animaux qui sont dehors, sont mis dans cet endroit et poussés aux hormones et au maïs. C'est pour ça que la viande aux États-Unis est toujours beaucoup plus tendre et beaucoup plus sucrée. Parce que les animaux sont engraissés pendant 4-5 mois là-dedans, vous sentez cette odeur à 5-6 km. En France, heureusement, il n'y a pas des feedlots. On commence maintenant à engraisser les animaux hors sol, mais ça n'existe pas encore. Moi, je suis devenu végétarien il y a 5 ans, parce que si vous voulez faire un effort pour la planète, de manger moins de viande, c'est la chose la plus facile que vous pouvez faire. Moi, ça m'a pris 15 ans pour le faire, donc voilà, mais depuis 5 ans, je suis devenu végétarien, et je pense que je deviendrai vegan quand j'en aurai le courage, comme est déjà mon fils qui me reproche tous les jours de ne pas être. Les réfugiés, c'est bien sûr quelque chose on va en parler tout à l'heure.
Ça, c'est le camp de Dadaab. C'est le plus grand camp de réfugiés au monde. Est-ce que vous savez où il est? Dadaab. C'est au nord du Kenya, à la frontière de la Somalie. 470 000 personnes. Ces gens n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas de passeport. C'est un camp qui existe depuis 30 ans. Donc tous ces jeunes qui sortent là ne savent pas où aller. C'est vraiment un vrai problème de fond. Je peux parler avec les Nations Unies. En plus, c'est des endroits extrêmement dangereux maintenant avec la tension qu'il y a entre le Kenya et la Somalie. On ne peut pas rentrer dans ces camps qu'avec une brigade armée. Les réfugiés, c'est quelque chose on en parlait tout à l'heure, qui m'intéresse beaucoup. Toujours, alors les agriculteurs de subsistance, on va en reparler tout à l'heure. Le graphisme agricole en aérien, vous voyez cette photo montre très bien ce qu'il fait, comment il travaille. Le travail des femmes en Inde, souvent les intouchables. Ces femmes-là, quand on a fait Human, se plaignaient que les tracteurs arrivaient, qu'ils n'avaient plus à l'heure de travail. Il y en a un interview, je crois même qu'elle est là-haut au-dessus, qui pleure en expliquant que les tracteurs arrivent et qu'est-ce qu'elle va faire. Tombouctou, un endroit où on ne peut plus aller aujourd'hui. Et c'est formidable parce qu'en plein désert, je me souviens d'avoir cette photo, c'est en plein désert, avec un peu d'eau et un peu d'oligo-éléments, on arrive à faire pousser de tout. C'est cette photo qui m'a vraiment surpris. Je vais vite. Voilà. Ça, c'est le coton en Côte d'Ivoire. Alors, c'est intéressant parce que ce coton, il est bio et il est ramassé à la main. Mais ce coton bio est ramassé à la main est plus cher que le coton américain subventionné qui arrive en Côte d'Ivoire. Parce que tous les pays riches subventionnent leurs agriculteurs. Et aux États-Unis, bien sûr que le coton est subventionné. Et donc, quand il arrive là-bas, il est moins cher que le coton ramassé sur place. Et j'adore aussi la position du type là qui s'est mis là. Quand il a vu que je faisais des photos, il s'est installé comme ça. Je trouve l'image est magnifique. J'aurais voulu l'installer, mais je n'aurais pas fait mieux. Même constatation pour le maïs au Kenya. Le maïs américain subventionné, bien sûr, est moins cher que le maïs ramassé à la main. Alors bien sûr, le livre sort. Le livre est un immense succès. Ça a été inimaginable. On vend ce livre à pas de 4 millions d'exemplaires. Enfin, vous savez qu'avant, quand je vendais un livre, 20 000 exemplaires, c'était en buvait le champagne. Donc c'était extraordinaire. Et on invente un truc, parce qu'aucun musée ne voulait mettre mes photos, et on invente des expositions dehors. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ici, on a fait cette exposition rue de Médicis à Paris. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir fait ça, bien sûr, ça n'a fait une pub incroyable au livre, et surtout, énormément de villes nous ont demandé cette exposition. Donc vous voyez là, à gauche, c'est à Dakar, et à droite, c'est à Rio. Et puis on continue à faire des photos. Par exemple, je suis en train en ce moment de travailler sur un film sur le Maroc du ciel pour France 2. Donc c'est la caméra avec laquelle on travaille et je continue à faire des photos. Voilà Bruno qui est à côté de moi. Si vous allez voir le film sur le making of, en gros, vous verrez ça, qui dirige, il est à l'intérieur et moi c'est moi qui le dirige, il est quand même de joystick. Le problème c'est qu'en permanence on doit s'arrêter pour enlever les moustiques sur la lentille de la caméra. Quelquefois on a quelques petits problèmes, mais on s'en sort très bien. Alors, et je m'en suis bien sorti. C'était à Katrina quand il y avait des évacuations. Un jour, je rencontre Luc Besson qui me dit qu'il faut absolument qu'on fasse un film ensemble, et on fait peut-être ce film que vous avez vu qui s'appelle Home.